à la deuxième conférence, qui est celle de M. Bruno Gillin, directeur de Convivial. Alors, Bruno a un double défi, c'est d'abord de captiver un auditoire à une heure déjà plus avancée, et surtout un autre défi, c'est celui de pouvoir parler, parce qu'il y a une extinction de voix depuis hier. Donc, Bruno va être extrêmement indulgent ce soir. De quoi va-t-il nous parler? Il nous parlera des défis que présente l'afflux d'immigrés dans nos pays. C'est un défi pour les gens qui quittent leur pays, qui débarquent ici sans rien connaître. C'est également un défi pour les pays qui accueillent tous ces gens et qui doivent quelque part les prendre en charge. De formation économique, Bruno Gillin a été pendant 5 ans chercheur à l'UCL, d'abord dans le cadre de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale. Ça n'a rien à voir avec les aspirateurs, et également à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Avec cette formation extrêmement riche, il a rejoint différents cabinets ministériels de la région wallonne et il aboutit comme chef de cabinet au CPS de Schaerbeek, commune extrêmement importante de Bruxelles et qui plus est accueille évidemment une population de type immigré de manière très importante. En 2009, il a quitté le CPS de Schaerbeek et il a pris la direction de Convivial, qui est donc une ASBL bruxelloise qui, en première ligne, s'occupe de l'accueil des réfugiés. Une fois qu'ils ont leur statut de réfugié en Belgique, eh bien, ils doivent accompagner ces personnes au niveau social et au niveau professionnel. Et donc, c'est ce parcours-là que M. Gillin va maintenant nous expliquer. Merci beaucoup, Gilles. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais effectivement essayer d'avaler le micro. On m'entend là comme ça. Voilà, ça va être un petit peu fastidieux pour vos oreilles, je suis désolé vraiment. N'hésitez pas éventuellement à vous rapprocher si ça aide. Voilà, j'ai eu la drôle de surprise de me réveiller hier sans voix. Et donc j'ai beaucoup pensé à vous ces 2 derniers jours en me disant, tiens, est-ce que je vais pouvoir vous rencontrer? Et donc, effectivement, c'est pour moi vraiment un plaisir d'être là ce soir et de vous partager un petit peu ce travail qui est aussi une passion et de vous parler des réfugiés, parce que je pense qu'on connaît mal les réfugiés. On parle d'habitude des réfugiés politiques, mais vous verrez que c'est une réalité un peu plus vaste que strictement politique. Et donc voilà, c'est important pour moi de vous parler de cette personne-là, de leur vécu. Et donc je le ferai en vous parlant de notre travail à Convivial avec eux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'abord vous présenter Convivial et ce qu'on fait avec les réfugiés, et donc à travers cela, de vous parler des réfugiés. Et puis, si j'ai encore de la voix et que vous avez encore un petit peu d'énergie, je propose d'aborder peut-être quelques questions qu'on nous pose très souvent, plus largement, autour des migrants, des réfugiés, de leur place en Belgique. Et puis enfin, pour terminer, si vraiment vous êtes encore avec moi, éventuellement, je vous proposerai 2-3 petites balises très personnelles autour de cette question de ce que ça peut être d'être engagé aujourd'hui comme chrétien, puisqu'on m'a, Claude et on m'a partagé le fait que c'était un peu ça aussi qui vous rassemblait aujourd'hui et qui faisait le sens de ces conférences. Donc voilà, un défi, puisque ça fait beaucoup de choses à dire et on verra bien jusqu'où ma voix me portera. Alors, les réfugiés, qui sont-ils finalement? Eh bien, vous le voyez, en fait, la notion de réfugié est une notion qui, j'ai envie de dire, est née de notre vécu à nous, Européens, puisque finalement, il est né de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a fait des ravages dans notre continent et qui a laissé, en fait, qui a mis sur la route plus de 12 millions de personnes. C'est assez extraordinaire. Et donc, les grandes puissances de l'époque se sont mises ensemble pour se dire qu'il faut faire quelque chose et il faut prendre en compte cette notion de personnes qui doivent fuir finalement leur pays, leur terre, leur région, devant une menace directe sur leur vie. Et donc, une convention a été signée, la Convention de Genève, qui aujourd'hui rassemble plus d'une centaine de pays signataires et qui en fait prévoit, qui définit le statut de réfugié. Et donc ce statut en fait recouvre, vous le voyez, des réalités très vastes. C'est toute personne qui est directement menacée dans sa vie pour des raisons effectivement d'appartenance, de militance politique, mais plus largement éventuellement d'appartenance religieuse,
d'appartenance ethnique, d'appartenance sociale, ou encore éventuellement de conviction ou d'orientation sexuelle. Et donc c'est pour vous dire, c'est un ensemble très large de réalités qui sont visées ici. Mais le point commun, c'est donc que quelqu'un doit fuir l'ensemble de sa réalité, très souvent dans l'urgence, parce qu'elle est menacée. D'accord? Si vous voulez tout à l'heure, avec des questions, on pourra encore approfondir, je pourrais vous parler de parcours, mais ça c'est l'idée de base. Et donc je trouve intéressant de rappeler que c'est né finalement d'un contexte européen. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous le verrez, on parle de réfugiés qui fuient l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Guinée. Autant de réalités dont on entend parler dans les journaux, mais ça a évolué au fil des années, des décennies, quoi. Voilà. Alors, quand un réfugié arrive en Belgique, parce qu'il a fui son pays d'origine, il commence en fait par être demandeur d'asile. Et donc il y a une procédure extrêmement rigoureuse qui est prévue et qui vise à vérifier si effectivement la personne est bien, je dirais, réfugiée au sens de cette convention de Genève. Et donc ce sont des procédures extrêmement, je dirais, contradictoires, extrêmement fouillées. Et les personnes vont être interrogées sur vraiment que fouillez-vous, que s'est-il passé à telle date, tel moment précis, dans quel quartier. C'est un interrogatoire dense qui vise à vérifier que la personne est bien menacée dans son existence. Et donc c'est une procédure qui est portée par des instances officielles en Belgique, le commissariat général aux réfugiés et apatrides. Et durant tout le temps de cette procédure, un demandeur d'asile est hébergé. Vous avez certainement entendu parler de Fait d'asile. Et donc il y a des centres d'accueil gérés par Fait d'asile, par la Croix-Rouge. Et donc tout le temps de la procédure, le demandeur d'asile, je dirais, a le gîte, le couvert, les soins de santé. Ça peut parfois prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, avant que le dossier, je dirais, soit clôturé. Et donc nous intervenons une fois que la personne est reconnue effectivement et qu'on lui dit, ben voilà, vous allez pouvoir effectivement recommencer votre vie en Belgique. Et vous avez d'ailleurs 2 mois pour quitter le centre, vous débrouiller, trouver un logement, et voilà, voler de vos propres ailes. Et c'est là que nous, on intervient. Et donc vous le voyez, environ 20% des demandeurs d'asile sont effectivement reconnus comme réfugiés. Et donc j'ai envie de dire, pour conclure et arriver alors à notre travail, que ce sont des personnes, il faut le mesurer, qui ont vraiment vécu un parcours extrêmement lourd, qui très souvent, je vous l'ai dit, dans l'urgence, ont dû quitter leur famille, leur boulot, leur entourage, leurs repères. Ils arrivent ici, je dirais dans un cas sur 2 sans parler ni le français ni le néerlandais. Et dans tous les cas, elles ont très rarement eu un projet de vie au départ conçu par rapport à la Belgique. C'est un peu par accident qu'elles arrivent ici. Et donc, elles sont un peu au degré zéro de la confiance en elles et au pays d'accueil. Et donc, notre boulot à nous, quelque part, c'est avant tout de leur offrir une écoute, un premier accueil, et puis de travailler avec elles, vous le verrez, dans leur installation, et puis après leur reconstruction d'un projet de vie ici en Belgique. Alors avant de décrire peut-être ce parcours, vous donner quelques mots sur l'histoire de Convivial. Donc Convivial est né en 1994, comme ça se fait souvent pour des associations, au départ d'un élan de solidarité assez exceptionnel entre une Belge qui est devenue la fondatrice de Convivial et une réfugiée qui fuyait le Rwanda. Vous vous souvenez tous de ce terrible génocide de 1994 et de ces images qu'on a tous vues de massacres là-bas. Et donc en 1994, la femme du ministre des Affaires étrangères, Florida, arrive en Belgique et frappe à la porte de Marie-Noël de Scoutet, une Belge qu'elle avait connue au Rwanda il y a quelques années auparavant. Et elle lui dit, voilà, je suis là, je fouille l'horreur et qu'est-ce que je vais faire? Et donc Marie-Noël va l'héberger chez elle et va avec elle à la fois partager tout son vécu et puis partager tout le parcours d'un réfugié qui doit recommencer ici. La procédure d'asile et puis après chercher un logement, chercher des meubles, une cuisinière, des lits, une école pour les enfants, toutes choses que je vais vous décrire plus en détail par après. Mais donc de l'amitié de ces 2 femmes va naître quelque chose de très fort. Et assez rapidement, d'autres réfugiés arrivent du Rwanda à cette époque-là, frappent à la porte de Marie-Noël, qui évidemment ne sait pas accueillir tout le monde chez elle. Et donc il va aller elle-même chercher ses voisins, ses amis. Et un premier élan de solidarité va naître ainsi. Un premier cercle de Belges vont accueillir chez eux des demandeurs d'asile rwandais, faire avec eux tout le parcours.
Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'assez rapidement, les réfugiés vont à leur tour vouloir faire quelque chose et vont s'investir aussi dans ce grand mouvement-là de solidarité. Et c'est ainsi que finalement, Convivial va naître de manière très concrète d'une entraide quotidienne entre des Belges et des réfugiés ensemble, qui vont petit à petit inventer toutes sortes de réponses à des besoins très concrets. Réponses qui petit à petit vont devenir des services professionnels que je vais vous décrire tout de suite, qui vont être institués au sein d'une SBL et reconnus par les pouvoirs publics. Mais ça, c'est vraiment l'histoire du départ. Une solidarité vive, chaude, qui révèle un besoin. Parce qu'effectivement, s'il existe un ensemble d'institutions pour héberger les demandeurs d'asile le temps de leur procédure, une fois qu'ils sont reconnus, ils se retrouvent un petit peu livrés eux-mêmes et il n'y avait pas, à cette époque-là, d'associations spécialisées pour gérer les problèmes spécifiques des réfugiés. Et j'ai envie de réévoquer, c'est important, on en a parlé tout à l'heure, mais les valeurs, ce qui est vraiment au cœur de cet élan de solidarité-là et qui est encore présent aujourd'hui, c'est vraiment une valeur avant tout d'accueil et d'écoute. Donner à des personnes qui ont tout perdu, à commencer par leur confiance en elles-mêmes et leur situation, leur donner avant tout de se ressentir reconnus, d'humain à humain, et de se dire, ben voilà, on a envie d'être avec vous et vous avez une place. Et puis, derrière ça, il y a eu très vite cette idée de réciprocité et donner au maximum l'occasion à ces réfugiés d'être à leur tour acteurs de solidarité pour d'autres. Voilà. Alors, pour aller très vite sur l'histoire et venir à l'association d'aujourd'hui, j'ai peut-être juste envie de retenir 3 éléments qui ont jalonné cette histoire et qui restent très présents aujourd'hui dans notre réalité. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le fait que les réfugiés sont présents à tous les niveaux dans l'association. Et donc aujourd'hui encore, on trouve à Convivial des réfugiés responsables de services, travailleurs, bénévoles, ils sont partout. Et c'est vraiment important parce que ça veut dire quelque part que les réfugiés qui arrivent sont accueillis aussi par des personnes qui savent ce qu'ils vivent. Ils sont accueillis dans leur langue d'origine et c'est vraiment important. Deuxième élément, et ça soutient tout cela, c'est que très vite, à côté d'un service d'accompagnement des réfugiés, on a cherché à voir comment donner l'occasion à un maximum de réfugiés de vivre eux-mêmes une expérience professionnelle en Belgique. Et pourquoi pas une première expérience au sein de l'association. Et ça veut dire que les premières personnes engagées l'ont été à Convivial, étaient des réfugiés. Et je parle d'une politique win-win d'insertion par le travail, au sens où nous sommes aujourd'hui reconnus comme initiative d'économie sociale aussi, au sens où en tout cas nous faisons un effort très important de recrutement de réfugiés, et je dirais plus largement aujourd'hui de migrants dans l'association, par le biais de partenariats avec des CPS. Et donc pour nous c'est vraiment important à la fois pour donner une occasion à des migrants de vivre une expérience professionnelle, une première expérience chez nous, mais en même temps ça nous donne des ressources tout à fait précieuses puisque ce sont des personnes qui vont parler la langue d'origine des réfugiés que nous accompagnons. Or, ces réfugiés, je dirais l'origine des réfugiés fluctue dans le temps, selon ce qui se passe dans le monde. Et donc, par exemple, ces dernières années, on a beaucoup d'Afghans, d'Irakiens. Il y a 5 ans, c'était plutôt des russophones. Et donc, il nous faut trouver des personnes qui vont parler ces langues-là. Et tout l'intérêt de cette politique de contrat d'insertion qui change d'année en année avec des nouveaux migrants nous permet donc d'avoir aussi des personnes qui parlent la langue d'origine des réfugiés. Et puis dernière chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours eu depuis l'origine, et c'est encore très important aujourd'hui, à la fois oui, un accompagnement de chaque réfugié individuellement, mais aussi de l'importance accordée à des dynamiques de groupe, des dynamiques collectives, des groupes de parole, des groupes de projets. Et la plupart des services que je vais vous présenter ont été créés, sont nés de groupes de réfugiés qui entre eux se sont soutenus, ont partagé leur expérience et se sont mis en projet. Voilà. Et je crois que c'est important de le dire parce que c'est-à-dire quand je vois une assemblée comme ça, moi je pense un peu à ça. Être ensemble, partager une expérience collective, c'est le début très souvent de quelque chose, hein, le ferment de beaucoup d'actions. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on a éprouvé tout au long de l'histoire et qu'on vit encore très fort aujourd'hui. Alors, sans trop s'y attarder, mais que vous ayez comme une image de qui nous sommes aujourd'hui, donc Convivial, c'est environ 90 collaborateurs, une trentaine de permanents, une quarantaine de personnes en insertion, donc qui sont là pour un an et demi, et qui vivent avec nous une aventure,
et puis une quinzaine de bénévoles. Je l'ai dit, des réfugiés à tous les niveaux, 32 nationalités, donc c'est un peu la tour de Babel. Et c'est aussi ça quelque chose de très riche, c'est qu'on vit en permanence une expérience du vivre ensemble dans la diversité. Et puis, on va pas passer sur les détails. 2 associations, c'est un détail vraiment, retenons convivial, ça suffit. Alors ce que nous faisons donc vraiment, c'est proposer aujourd'hui un accompagnement sur mesure aux réfugiés et dans 3 moments importants de leur parcours. Le premier moment, c'est vraiment les premiers mois de la reconnaissance du statut. C'est lorsqu'ils doivent quitter un centre, c'est l'installation. Trouver un logement, s'inscrire dans une commune, dans un CPS, premier moment. Et puis un deuxième moment, c'est une fois qu'ils sont installés, pour ceux qui le souhaitent, réfléchir avec eux sur « et maintenant ?» Comment vous projetez? Comment repenser votre avenir ici? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tenant compte de votre passé et de la réalité d'aujourd'hui? Et puis un troisième moment, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler à la rencontre entre les Belges et les réfugiés, permettre quelque part qu'il y ait une meilleure connaissance mutuelle et de favoriser un vivre ensemble plus largement en Belgique. Alors l'installation, j'essaie de ne pas être trop long, mais donc fondamentalement nous avons 4 grands services, 4 grands besoins qu'on essaie de rencontrer à ce niveau-là. Le premier, je vous l'ai dit, c'est vraiment tout simplement de leur donner un premier accueil et une écoute en profondeur. Et donc quelqu'un qui vient chez nous, après sa procédure d'asile et tout son parcours, il a tout le temps du monde, j'ai envie de dire, pour expliquer son histoire. On lui donne un entretien d'écoute qui n'a pas vraiment de limite. Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre 1h30. On prend ce temps-là, c'est important. Et on essaie de voir quels sont ses besoins prioritaires. La plupart du temps, le premier besoin, c'est le logement. Et donc là, on a un service logement aujourd'hui qui joue un rôle vraiment important. Parce que le travail là, c'est d'arriver à convaincre des propriétaires, d'arriver à les rassurer en fait, et de leur expliquer que louer leur logement à un réfugié, ça ne comporte pas plus de risques que de le louer à, je dirais, monsieur tout le monde. Et ça, notre expérience nous permet vraiment de le dire. Après 15 ans et plus de, c'est environ 600 logements qu'on trouve par an, donc je dirais plus de 6000 logements trouvés, on peut vraiment parler d'expérience et dire il n'y a pas eu plus de situations d'échec, de non-paiement de loyer avec le public de réfugiés qu'on accompagne qu'avec, je dirais, le taux d'échec qu'on a dans toute l'histoire des locations. Ça peut arriver aussi à des locataires de perdre leur emploi et se retrouver en difficulté de paiement. Et donc on a un rôle là de conviction, d'explication qui est très important, parce qu'il y a la peur de personnes qui viennent de l'étranger, qui ont un statut qu'on ne connaît pas bien, des réfugiés quand même. Et donc c'est important d'expliquer qui sont-ils. Et des personnes qui dépendent du CPS, parce qu'effectivement dans un premier temps, un réfugié, avant de trouver du travail, il va être aidé par le CPS. Et donc nous on est là pour expliquer, voilà, ces personnes reçoivent un revenu du CPS. On peut même organiser que le paiement du loyer se fait automatiquement à partir de leur revenu. Donc voilà, on a un rôle là d'assurance et on est là dans la durée aussi pour, s'il le faut, aider le propriétaire et le locataire à avoir une relation qui tienne la route s'il y a des difficultés. Mais très honnêtement, notre expérience nous montre que ça se passe vraiment très très bien dans la plupart des cas. Et donc c'est un beau rôle à jouer parce que finalement, la plupart des propriétaires sont très heureux d'avoir franchi le pas lorsqu'ils travaillent avec nous. Et donc je vous le dis vraiment, si parmi vous, il y a des propriétaires, n'hésitez pas à venir nous voir, on peut discuter de cela. C'est fondamental parce qu'effectivement les réfugiés, plus que je dirais toute autre personne, je pense, en recherche de logement, cumulent des handicaps pour accéder au logement. Et puis autour de l'accès au logement, 2 autres services se sont développés récemment et sont vraiment importants. D'une part, c'est un service d'aide matérielle, classique je dirais, il y en a d'autres. On récolte des meubles, des vêtements, des colis alimentaires, pour les redistribuer aux réfugiés au moment de leur installation. Parce que durant les premiers mois de leur installation, ils n'ont pas encore de revenus du CPS et donc ils n'ont rien, je dirais. Et donc ils se retrouvent dans un logement, voilà, ils ne vont pas loger par terre, ils n'ont rien. Et donc l'idée c'est dans les premiers mois de leur fournir une aide très concrète, matérielle. Des lits, des garde-robes, des casseroles, toutes ces choses-là qui font la vie de tous les jours. Et donc là, c'est vraiment précieux et on récolte chaque année des milliers de dons, de personnes qui, quelque part, se débarrassent d'un salon, d'une chambre, et ben voilà, font appel à nous et c'est, je dirais, gagnant-gagnant. On les débarrasse et ça redonne une vie à ces meubles-là pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Et puis un dernier service important dans ces premiers mois-là, c'est un service d'accompagnement sur le terrain des personnes. On va avec elles, en fait, à la commune, au CPS, à la mutuelle,
parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué pour quelqu'un qui arrive d'Afghanistan, de Guinée, de partout, de s'y retrouver. Je crois que c'est pareil partout. La Belgique n'a pas la palme de la complexité, mais c'est compliqué, quoi. Comprendre qu'il faut venir à 6 h du matin, faire la file dans un CPS pour avoir un rendez-vous ou avoir un ticket pour un rendez-vous dans 15 jours, comprendre ce qu'il faut dire pour être bien compris. Et donc voilà, on va avec eux, soit pour faire l'interprète, traduire tout simplement, soit aussi pour expliquer, décoder les choses. Et depuis qu'on a mis ce service en route, on se rend compte que c'est vraiment très utile et que les choses vont beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est un premier moment important. Les premiers pas, je dirais, du réfugié en Belgique, ces premiers mois. Excusez-moi. Ensuite, je dirais environ la moitié d'entre eux, ceux qui n'ont peut-être pas de relais ici, qui n'ont pas de repères, viennent nous demander d'aller plus loin avec eux et de penser l'avenir. Et c'est vraiment important pour nous. Et c'est un peu le sujet sur lequel on voulait peut-être mettre l'accent aujourd'hui. C'est comment permettre à des personnes qui ont été arrachées à leur vie de recommencer. Et donc j'ai envie de dire, ce qu'on fait avec elles avant tout, c'est de faire un peu le point, de voir mais quel était leur travail au pays d'origine, quelles étaient les compétences qu'ils mobilisaient derrière là, les aider à comprendre cela, parce que très souvent, elles n'ont pas du tout d'idée de comment trouver derrière, ben voilà, moi j'étais soudeur, ou je faisais tel boulot dans la débrouille, mais aller chercher avec elles ce qu'elles avaient comme compétences derrière cette expérience-là, pour pouvoir, je dirais, la mettre en parallèle, en relation avec ce que le marché du travail en Belgique, je dirais, propose. Ça, c'est tout un travail qu'on essaie de faire avec elles. Et donc, c'est un travail de les aider à concevoir un nouveau projet de formation ou d'emploi ici, qui fasse sens en Belgique, mais qui s'appuie vraiment sur ce qu'elles ont en elles. Donc, les mettre en situation d'acteur. Ça, c'est un premier travail très important. Et à côté de ça, j'ai envie de dire, pour ne pas tout citer, mais citer un deuxième type d'élément qu'on travaille vraiment, c'est leur donner des repères tout simplement sur la vie en Belgique. Parce qu'une fois qu'elles sont logées, qu'elles sont installées, quelque part tout est à faire en termes de repères sur comment ça fonctionne. Et donc on a notamment mis en place des modules de 3 mois, ou en groupe de 10-12, et dans l'échange interculturel, elles vont pouvoir comprendre, mais tiens, comment ça fonctionne les transports en commun en Belgique, comment on se déplace ici, comment ça fonctionne les soins de santé, le généraliste, les spécialistes, la mutuelle, que ici on conseille d'aller d'abord voir un généraliste, de ne pas attendre l'urgence pour aller aux urgences hospitalières. Comment ça fonctionne l'école, comment on s'inscrit ses enfants, les réseaux, comment l'obligation scolaire, toutes choses qui n'existent pas nécessairement dans leur pays d'origine. Vous voyez, donc pas à pas on parle de tout ce qui fait la vie de tous les jours, mais comment ça marche chez nous, comment ça marchait chez eux et comment donc rapprocher finalement, décoder ces choses-là. C'est aussi l'occasion de travailler sur les valeurs, sur les normes ici. C'est quelque chose aussi que le politique nous demande de plus en plus de faire. Nous, on essaye de le faire, je dirais, de manière concrète en partant de leurs besoins, parce qu'il y a vraiment besoin de ça. Donc ça fait sens pour nous. Cette demande qu'on entend beaucoup aujourd'hui de la part du politique, qui est la citoyenneté, rendre les gens plus conscients des normes, ça se met bien ensemble, parce qu'effectivement, on a besoin, quand on va recommencer sa vie ici, de savoir comment on conçoit la vie ici, comment on conçoit par exemple la vie dans un logement. Et on peut caricaturer ça, hein. On a parfois beaucoup caricaturé le parcours Limburgering en Flandre. C'est parfois très mal expliqué, c'est parfois aussi excessif. Mais c'est vrai qu'il est bon de parler du fait qu'on s'attend à ce qu'on ne surchauffe pas son logement, ou qu'on ne le chauffe pas et en même temps les fenêtres ouvertes en hiver, ou qu'on essaie de respecter le sommeil des autres. Enfin, ce sont des choses dont on peut parler en toute tranquillité, qui sont importantes pour éviter toute une série de malentendus qui vont créer des images négatives de part et d'autre. Et on se rend compte que ça marche très très bien et que les gens sont extrêmement heureux de découvrir finalement la Belgique comme ça et de pouvoir aussi nous donner des repères à eux. Parfois on a d'ailleurs des découvertes et des choses qu'on a envie de partager avec les Belges aussi. Voilà un peu ce deuxième moment. Comment donc penser l'avenir. Et je vous donnerai tout à l'heure quelques idées, quelques chiffres sur ces personnes. J'ai repris là, je ne sais pas si c'est lisible, mais je vais vous citer 2-3 choses. N'essayez pas de vous casser la vue. J'ai juste repris, à titre d'exemple, le type de projet qu'ont conçu les 20 participants de 2 groupes qui ont travaillé avec nous sur leur projet de vie. Et vous voyez,
Ça va dans la vente, ça va dans l'auxiliaire de l'enfance, ça va dans l'informatique. Il y a des chauffeurs-livreurs, il y a des projets d'assistants sociaux, d'aide familiale. Donc, il y a toute une série vraiment de choses très concrètes, enfin de projets qui font sens. Et donc, je dois vous dire vraiment, on y reviendra, mais que la plupart des personnes qu'on accompagne se mettent vraiment en route. Et 70% d'entre elles, dans l'année qui suit le travail qu'on fait avec elles, sont actives dans soit une formation pour aller vers quelque chose, soit des démarches concrètes vers l'emploi. Donc il y a en tout cas une vraie motivation chez ces personnes, je pense ancrée dans le fait qu'elles n'ont pas choisi leur parcours, mais qu'elles veulent vraiment redémarrer au plus vite, une vraie motivation à avancer. Et c'est quelque chose qui nous pousse très fort dans le travail qu'on fait avec elles. Et enfin, le troisième volet, le troisième moment, la troisième chose que l'on fait, c'est donc d'essayer de parler avec vous, avec, je dirais, des personnes qui vivent en Belgique depuis longtemps, des réfugiés. Et donc on a mis en place des programmes, on appelle ça de sensibilisation. Ce sont des animations qu'on fait. Au départ, ça a commencé avec les écoles. On en parlait aussi tout à l'heure, mais effectivement, je crois que c'est fondamental de donner l'occasion à des jeunes de venir découvrir cette réalité-là aussi. Et donc, on a un parcours d'animation, un parcours pédagogique qui propose de venir rencontrer qui sont ces réfugiés. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur pays? Quel genre de voyage ils ont? Les passeurs, les boat people, les parcours en avion, on décrit un peu tout ça. Comment ça se passe la procédure en Belgique et puis comment ça se passe la construction d'un nouveau projet de vie. Donc un petit peu ce que je vous présente ici, mais de manière plus longue, en prenant le temps et en organisant des rencontres avec les réfugiés. Parce que rien n'est plus fort que de rencontrer un réfugié qui vous explique son parcours. Et donc ça c'est quelque chose que l'on fait. On a commencé avec les écoles, on a qu'une vingtaine d'écoles par an. Et aujourd'hui on a vraiment envie de se tourner vers les adultes. Et donc on a beaucoup d'entreprises qui nous demandent éventuellement de pouvoir faire ce genre de rencontres-là. On a aussi des écoles d'assistants sociaux qui nous demandent ça. Et donc voilà, c'est un projet important. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer à ceux qui le veulent, pour aller plus loin, de participer à des rencontres croisées, c'est-à-dire des sorties culturelles, des petites rencontres débats avec des réfugiés. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner l'occasion, ça peut être à vous, ça peut être à toutes ces personnes qui ont vécu un premier contact avec cette réalité des réfugiés, mais d'aller un peu plus loin et de partager, par exemple, une visite de musée, une séance de ciné-forum avec des réfugiés et après de discuter avec eux et simplement de vivre là la richesse d'un échange autour de ce qu'ils ont vécu. Et c'est vraiment, pour ceux qui le vivent, très très précieux ça. Ce sont des espèces de petites perles qu'on emporte avec soi et qui nourrissent. Et voilà, c'est un peu l'idée d'effet multiplicateur dont on parlait, mais c'est vraiment ça. Je crois vraiment, et ça on le croit profondément, et on l'a vu à tous les jours, une fois que quelqu'un a l'occasion de rencontrer quelqu'un, de discuter avec lui, de mettre un nom et un visage, on n'est plus les mêmes. On ne sait plus dire les réfugiés, les migrants. Non, c'est... Bon ben voilà, Florida, je ne sais pas moi, Marcel, Gilbert que j'ai rencontré, c'est autre chose. Et c'est vraiment important ça. Voilà, alors, j'ai presque fini sur Convivial et les réfugiés, je dirais. Vous donner quelques chiffres, peut-être quelques idées. Donc chaque année, nous, on accompagne maintenant 1 millier de réfugiés, 1 millier de familles chaque année. C'est pour vous dire, voilà, c'est quand même conséquent. Et vous avez une petite idée de leur pays d'origine. Hein. Vous voyez, pour l'instant, je dirais vraiment ces années, ils viennent notamment d'Afrique de l'Ouest, la Guinée. Il se passe beaucoup de choses là au niveau politique pour l'instant. L'Afghanistan, là je crois que je ne dois pas vous faire un dessin, ça fait des années que ça dure. L'Irak, effectivement, je crois qu'on a tous compris. Cameroun, RDC et Rwanda, il y a encore pas mal là de situations extrêmement difficiles en fait, et de gens qui viennent de ces pays-là chez nous. Et donc, parmi ce millier de personnes, 800 environ nous demandent vraiment une aide dans l'installation, dans le logement. Et environ, je disais, la moitié de ceux-là, hein, vous voyez, environ un peu plus de la moitié, nous demandent de travailler avec eux sur leur projet professionnel, leur parcours. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur ces chiffres, mais c'était un peu donner une idée de qui on parle, de combien de personnes on parle, sachant qu'en Belgique, pour l'instant, il y a environ 4 à 5 000 réfugiés reconnus chaque année. Ça peut paraître énorme. Vous verrez tout à l'heure que c'est une contribution, je dirais, raisonnable si on voit ce qui se passe dans le monde. Mais on y reviendra. Et j'y viens justement. Troisième partie,
des questions qu'on nous pose très souvent, et je pense qu'elles sont vraiment importantes et qu'il faut pouvoir essayer de les aborder. Je n'ai pas des réponses à tout, mais c'est amorcer le débat. Justement, quel est ce poids des réfugiés dans le monde et en Belgique? Alors en fait, vous voyez, il y a environ 1 milliard de migrants, je dis bien de migrants dans le monde, c'est-à-dire des gens qui bougent pour des raisons professionnelles, pour des raisons de mariage, pour toutes sortes de raisons, des raisons d'études. Parmi celles-là, il y a 43 millions de réfugiés. Donc c'est à la fois une petite partie, c'est 5%, et c'est en même temps énorme évidemment. Si on doit se dire qu'il y a 43 millions de personnes dans le monde qui sont arrachées à leur vie pour des raisons qu'on n'imagine pas ici. Mais voilà, leurs convictions politiques, leurs orientations sexuelles, peu importe. Alors, les grands pays d'origine, c'est assez semblable à ce qu'on voit en Belgique. Hein, vous le voyez, Afghanistan, Irak, Somalie, RDC, Birmanie, ce sont les pays les plus, je dirais, producteurs de réfugiés. C'est le top 5 du HCR en 2010. Ce qui est intéressant de voir, je trouve, et c'est peut-être le message, hein, de nouveau, ne vous arrêtez peut-être pas trop sur les chiffres, s'ils sont difficiles à lire, mais c'est qu'en fait, la plupart des réfugiés fuient dans les pays voisins. Hein, ils n'ont pas l'occasion de prendre l'avion jusque l'Europe, les États-Unis. Et donc, ce que vous voyez dans ces chiffres, c'est qu'en fait, les plus grands pays hébergeurs, d'accueil, je dirais aujourd'hui, c'est le Pakistan, c'est l'Iran, c'est la Syrie. L'Allemagne est le premier pays occidental qui vient en numéro 4. Et puis on trouve les USA en numéro 9 et le Royaume-Uni en numéro 10. Mais donc, vous le verrez, si on regarde en pourcentages globaux, en fait, l'Europe et l'Amérique du Nord prend en charge, entre guillemets, 11% des réfugiés dans le monde. Donc, quelque part, cette idée qu'on est submergé par les réfugiés, c'est une manière d'un petit peu relativiser. La plus grande part des réfugiés sont pris en charge par des pays d'Asie, Océanie, hein, donc on a parlé du Pakistan, par des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine. Et si on prend en compte le revenu par habitant dans les pays, en fait, le premier pays occidental, c'est l'Allemagne, elle est seulement en 26e position. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des réfugiés sont pris en charge par des pays relativement pauvres. Voilà, ça c'est un premier repère que je trouve important de partager avec vous. Une autre façon de voir les choses, c'est de zoomer sur l'Europe. Et on me demande parfois, est-ce que la Belgique n'en fait pas? Comment elle se situe par rapport à l'Europe? Et là, j'ai envie de vous dire, vous le voyez peut-être mal, mais la Belgique, dans un classement qui a été fait en 2011, en nombre de demandeurs d'asile, et plus intéressant peut-être, en nombre de demandeurs d'asile par rapport à la population. La Belgique était classée 5e en 2011, en accueillant 21 000 personnes, demandeurs d'asile. Je vous ai dit, il y en aura seulement 5 000 qui seront reconnus effectivement. Mais j'ai quand même envie de dire, je trouve ça extrêmement remarquable, j'en suis extrêmement fier. Je trouve que on peut vraiment lire la Belgique a un système d'accueil et une protection proposée, je trouve, assez remarquable, aussi dans son organisation. Hein, on a beaucoup parlé de la crise de l'accueil de demandeurs d'asile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça les années passées, parce qu'il n'y avait pas assez de places d'accueil, donc il y avait des demandeurs d'asile à la rue. Mais néanmoins, on a un système qui fonctionne bien. Les personnes sont hébergées le temps de leur procédure. Et puis après, il y a aujourd'hui une vraie reconnaissance des acteurs comme nous et d'autres pour accompagner les réfugiés. Et je pense vraiment qu'on peut en être fier. On accompagne une petite part des réfugiés dans le monde et en Europe, mais je pense qu'on le fait extrêmement bien. Et c'est important. Voilà. Alors, autre question qu'on nous pose beaucoup, et je trouve qu'elle est très légitime, c'est est-ce qu'on ne se met pas en danger? Et en particulier en ces moments de crise dont on parle beaucoup, est-ce que la prise en charge de ces réfugiés ne menace pas finalement à terme la survie de la sécurité sociale, par exemple? Alors, je dois vraiment vous dire que par rapport peut-être à des clichés et à des études un peu légères qui sont parfois présentées par des partis d'extrême droite, il faut bien le dire, un peu partout en Europe, toutes les études, et je me base ici sur des surveys, des recensements des études, je dirais, menées par des universités, des économistes. Donc les études sérieuses qui ont été menées sur la question montrent que l'impact net des migrations globalement dans les pays quels qu'ils soient sur, je dirais, les finances publiques et donc sur la capacité à financer la sécurité sociale, c'est un impact légèrement positif à nul.
Et peut-être donner juste 2 éléments de réponse, d'explication de cela. On pourra le développer si vous le souhaitez. Mais d'une part, c'est qu'en fait, globalement, quand on prend l'ensemble des migrants, et c'est vrai aussi pour les réfugiés, il y a toute la palette des qualifications. Et donc finalement, il y a des personnes qui viennent apporter des compétences très importantes, qui vont être très productives. Il y a aussi des personnes qui apportent éventuellement une motivation et une volonté à travailler dans des secteurs dans lesquels on a du mal à trouver des Belges motivés aujourd'hui. Il suffit d'aller voir dans des maisons de repos. Si vous regardez aujourd'hui la population des aidants, des aides-soignants, c'est assez remarquable, assez frappant de voir que quelque part, on a un sérieux coup de pouce d'émigration. Donc c'est un premier facteur qui joue, c'est cette diversité de qualifications et de lieux d'investissement. Et l'impact net très concret qui a été mesuré, chiffré, est légèrement positif. Et plus globalement, le message qui était donné aussi, c'est qu'en fait, il y a un effet aussi démographique. Globalement, les migrants, pour faire bref, sont plus que représentés dans la population active par rapport aux populations, notamment belges. Donc il y a plus de migrants en âge de travailler que de Belges, et donc ça joue aussi quelque part dans l'équation. Bon, voilà. On pourrait vraiment développer. J'ai pas plus tard que le vendredi passé la chance de participer à un petit colloque là-dessus, donc ça m'a vraiment nourri, conforté dans ce sentiment qu'objectivement, on peut être rassuré par rapport à cette question. Et moi, je trouve ça important, parce qu'on a besoin d'être rassuré, de se dire que quelque part, on n'est pas en train de nous mettre en danger. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment convaincu qu'on ne se met pas en danger, que c'est quelque part une politique win-win. Et au-delà de ça, un dernier élément que ces études montrent aussi, c'est que quelque part, vouloir, comme on le fait parfois, isoler, par exemple, l'impact des réfugiés sur la sécurité sociale ou l'impact des migrants, c'est source de beaucoup d'erreurs en fait. Parce que par exemple, une étude avait voulu montrer que oui, les étrangers pèsent plus lourd que les Belges sur l'assurance maladie, invalidité, donc les accidents du travail. Mais ce que l'étude ne disait pas, c'est qu'en fait, ces migrants étaient beaucoup plus nombreux à travailler dans ce secteur-là, que ce soit d'ailleurs sur des contrats de travail légitimes ou en noir, parce que quelque part, on sait qu'il y a une main-d'œuvre importante dans le noir, dans le métier du bâtiment par exemple. Et donc en fait, si on prenait en compte cette donnée-là, on se rendait compte que c'était évident qu'il y avait plus d'accidents du travail, parce qu'il y avait plus de travailleurs migrants. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est le genre d'erreur qu'on peut trouver dans beaucoup de ces études-là. Voilà, c'était pour un petit peu apporter un élément de réponse, un autre son de cloche peut-être à cette crainte que l'on a souvent et qu'on entend beaucoup là-dessus. Et puis la question, très juste aussi et très légitime, des perspectives d'insertion en Belgique. Et là, je vais parler des réfugiés en particulier. Alors, je dois être vraiment clair et honnête. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup cherché, il n'y a pas vraiment d'études qui ont étudié dans la durée que deviennent les réfugiés après 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'ils sont au travail? Est-ce qu'ils contribuent? Nous sommes en train nous-mêmes de mettre en place un petit projet de suivi dans la durée. Et donc on espère au fil des années pouvoir vous dire, par exemple, de manière qualitative, voilà, après 2 ans, 3 ans, voilà ce que nous observons comme pourcentage de personnes qui travaillent, pourcentage de personnes qui ne travaillent pas. Et un peu des raisons derrière ça. Ce que je peux vous dire à ce stade simplement, mais c'est un peu court, donc on devrait aller plus loin, c'est que les personnes qu'on a accompagnées pendant 1 an, après qu'on a rappelé pendant 1 an pour voir comment ça allait, comment se passe leur parcours, 70%, je vous l'ai dit, étaient actives dans un projet. Le 4/5e est encore en formation, des formations qualifiantes, des formations pour faire reconnaître leur diplôme. Et un 5e était à l'emploi. Donc nous, on trouve ça en tout cas encourageant et ça nous parlait vraiment de leur motivation. Si je compare ça à des chiffres sur je dirais le pourcentage de personnes accompagnées plus généralement dans leurs projets socio-professionnels en général en Belgique, c'est assez remarquable. Il faut savoir par exemple qu'Acteris, dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, demande à des opérateurs comme des ateliers de formation par le travail. Nous en avons aussi, donc je connais bien, 50% de taux de sortie positif, donc 50% de personnes qui seraient en formation ou à l'emploi après l'accompagnement qu'ils font. Donc on est largement au-dessus avec les réfugiés aujourd'hui. C'est encourageant. Et par ailleurs, je le disais aussi, on observe chez les réfugiés des qualifications très variables. Et on a eu une étude menée par une stagiaire en dernière année de sociologie, qui faisait un master, une
la plus grande 10 avec félicitations du jury, donc c'était en plus très agréable de voir qu'elle est extrêmement reconnue pour son travail avec nous. Elle a étudié le parcours d'un certain nombre de femmes et d'hommes réfugiés d'origine subsaharienne. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'en fait, c'est un indicateur, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est que les femmes, en fait, et c'est sans doute lié à la culture aussi d'origine de ces personnes, acceptaient plus facilement je dirais, d'aller travailler, éventuellement même en deçà de leur qualification. Et donc, elles trouvaient plus facilement dans le secteur comme aide-soignante, comme aide familiale. Là où des hommes éventuellement qualifiés, on parle de médecins, hein, on parle d'anciens ministres, on parle de profs d'UNIF, ont plus de mal, apparemment, pour beaucoup, à vivre le fait d'aller éventuellement travailler comme nettoyeur, comme gardien de sécurité. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler. Mais c'est une vraie réalité. Hein. Et donc, par exemple, à Convivial aujourd'hui, j'ai 2 médecins géniaux qui travaillent aujourd'hui comme travailleurs sociaux et quelque part qui sont ravis d'avoir l'occasion de faire quelque chose. Mais vous voyez, voilà, c'est quand même terrible. Ce sont des gens qui ont été formés en Russie en plus, parce que ce sont des Rwandais à l'époque. Il y avait peut-être vraiment une formation extrêmement pointue. Mais voilà, ça fait partie de l'équation pour les réfugiés ici. C'est une des difficultés la plus importante pour eux, c'est de devoir, en tout cas lorsqu'ils sont qualifiés, devoir, je dirais, redescendre vraiment au bas de l'échelle et recommencer à zéro. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et beaucoup sont vraiment prêts à le faire. Et c'est un peu ce que je pouvais vous dire là-dessus aujourd'hui. Enfin, peut-être encore une dernière question qu'on nous pose souvent. C'est celle des fausses demandeurs d'asile. Enfin, de dire plus largement, mais voilà, on sait bien, tous ne viennent pas. Enfin, je veux dire, cette procédure d'asile permet aussi à d'autres personnes de venir chercher un meilleur sort ici. Alors ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que c'est vrai, ça c'est évident, mais c'est qu'il y a aussi une procédure très rigoureuse, très stricte qui existe. Hein. Et donc, à Convivial, on ne s'occupe pas, je dirais, de faire le tri, entre guillemets. Les réfugiés qui viennent à nous, on sait qu'ils ont, je dirais, passé, entre guillemets, des tests extrêmement lourds. Et donc nous, on est là vraiment pour les accueillir, pas pour se demander si leurs motivations sont légitimes. On est extrêmement plus rassurés par le fait qu'ils ont passé toutes les procédures. Et alors, pour être très clair et honnête, que deviennent tous ceux qui n'ont pas été reconnus réfugiés? Eh bien, une partie d'entre eux vont retourner dans leur pays d'origine, et donc, soit sous forme de retour volontaire, hein, donc le système prévoit aussi qu'on encourage les personnes à rentrer, et que si elles acceptent de rentrer de manière volontaire, parce que la Belgique estime qu'elles ne sont pas en danger de mort en rentrant, on peut les aider alors à imaginer leur projet de réinsertion en rentrant et éventuellement même un petit coup de pouce financier. Sinon, il y a le retour forcé. Ça concerne une minorité de demandeurs d'asile, il faut être clair, parce que ça coûte en fait extrêmement cher d'affréter des avions et d'emmener des gens dans le pays d'origine, mais ça se passe. Ça concerne quand même quelques centaines, un millier de personnes chaque année. Et j'ai envie de dire, la légitimité que le politique met derrière ça, c'est que quelque part, ça donne un signal. Ça donne un signal que, oui, la politique d'asile a aussi cette limite-là. Et que donc, voilà, si vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas censé, quelque part, rester. Maintenant, il faut quand même être clair, la plupart des demandeurs d'asile non reconnus, je dirais, vont disparaître dans la nature. Et beaucoup d'entre eux vont travailler, en fait, en noir, dans des secteurs. Et il y a une espèce de tolérance, quelque part, y compris des politiques et de un peu tout le monde là-dedans. On sait bien que dans l'Horeca ou dans le bâtiment, il y a beaucoup d'illégaux. Et donc, c'est difficile de porter un jugement clair là-dessus. Hein, parce qu'en même temps, quelque part... Et donc, j'ai mis win-win, mais je suis mal à l'aise de dire ça. En tout cas, j'ai envie de dire que du point de vue des employeurs, si on les utilise, c'est que quelque part, ils s'y retrouvent. Du point de vue des travailleurs illégaux, entre guillemets, ça leur permet évidemment d'envoyer de l'argent au pays et d'améliorer la situation de leur famille. En même temps, ce sont des personnes extrêmement fragiles et vulnérables qui n'ont aucun droit. S'ils ont un accident du travail, si elles sont contrôlées un jour, elles peuvent être à tout moment ramenées dans le pays d'origine. Donc c'est quand même quelque chose de très peu enviable. Mais voilà, ça se passe. Et alors ce qui arrive, c'est que tous les 4-5 ans, tous les 10 ans, il y a à un moment donné des moments où on fait un peu une régularisation. Et un certain nombre de situations sont, je dirais, reconnues, de personnes qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, qui travaillent, dont les enfants sont scolarisés. On dit à un moment donné, bon, vous êtes en fait manifestement, entre guillemets, intégrés, vous avez votre place ici,
et on vous reconnaît, on vous donne un permis de séjour et vous allez travailler alors, je dirais, en clair. Et ça va, voilà, ils vont rentrer dans le circuit. Mais donc c'est un peu ce qui se passe pour être clair et transparent sur cette population de migrants-là, quoi. Voilà. Et je crois que je l'ai terminé. Oui, peut-être une dernière chose encore, c'est peut-être donner un écho de l'état des politiques aujourd'hui à cette matière. Et si j'ai envie de l'évoquer, c'est parce qu'on entend, je pense, on parle pas mal des étrangers, des migrants, de la crise, de oulala. Et il y a beaucoup de confusion, je pense, là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez maintenant, je pense, une petite idée de ce que sont les réfugiés, de ce qu'est la politique d'asile. Mais je pense que pour monsieur tout le monde, ce n'est pas clair du tout. Et alors, tout d'un coup, il y a une émeute dans une commune bruxelloise ou ailleurs. Et alors, on monte ça en épingle et on mélange, par exemple, des questions de vivre ensemble entre migrants et Belges et des questions de réfugiés qui n'ont rien à voir. On va éventuellement parler tout d'un coup des mariages blancs et puis de l'accès à la nationalité. Et vous voyez, tout ça fait une grande soupe et un grand flot d'inquiétude, en gros, par rapport aux étrangers. Et donc je crois que c'est important, et je suis vraiment content pour savoir pour vous parler des réfugiés, de remettre quelques repères sur ces réalités-là. Et donc si je reviens sur la politique d'asile et les réfugiés, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je pense vraiment que la Belgique peut être fière de ce qu'elle fait. 2, le contexte actuel est quand même un contexte de resserrement, je pense, et un peu de méfiance. Et donc il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui visent à éviter qu'il y ait un effet d'appel d'air et que trop de réfugiés, de demandeurs d'asile viennent en Belgique. Et donc par exemple, on décourage aujourd'hui les personnes qui viennent de pays dits sûrs à venir. C'est des pays qui venaient de Macédoine, de Kosovo. La Belgique estime aujourd'hui que là-bas, normalement, ça se passe bien. Je vais ne prendre que cet exemple-là, mais il y a toute une série d'autres exemples qui vont dans le sens d'un petit peu durcir les choses. Je pense que c'est à la fois important que de temps en temps il y ait des signaux clairs, qu'il y ait ce genre de dialogue. En même temps, on dit toujours qu'il faut faire attention parce que le principe de la Convention de Genève, c'est bien qu'une personne est en danger à titre très personnel. Et donc même dans un pays dit sûr, on peut trouver des minorités, par exemple des Roms, qui vont être très clairement persécutés ou en danger. Et donc le danger de vouloir fermer les portes, clarifier le jeu, c'est de perdre quelques personnes, mais c'est toujours quelques personnes de trop avec la mesure. Mais enfin voilà, globalement on est dans un contexte un petit peu difficile. Si vous avez des questions, on y reviendra, mais sinon ce n'est pas nécessaire. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on peut parler politique si vous le souhaitez. Et pour finir, est-ce qu'on a encore le temps? Parce que je ne veux vraiment pas vous assommer, et surtout qu'on rentre dans un autre registre. Mais ça m'avait parlé, cette idée de ce questionnement d'être chrétien aujourd'hui. Donc j'ai juste envie de vous dire peut-être très très vite comment moi je vis les choses aujourd'hui, comment mon vécu à Convivial, ce que me donnera envie de vous dire. Donc moi je dirais comme beaucoup de quadragénaires, j'ai été éduqué comme chrétien en Belgique, donc j'ai été confirmé, j'ai fait un peu de post-catéchèse avec des jeunes très chouettes. Et puis il y a 15 ans, j'ai pris mes distances avec tout ça. Je trouvais qu'à ce moment-là, pour moi, l'Église était une institution que je ne sentais plus du tout source de vie. Je la trouvais très dogmatique. Et les messes que je voyais me semblaient des lieux désincarnés, qui ne se vivent pas grand-chose. Et donc j'ai pris distance, je pense comme beaucoup de jeunes aussi. Et puis, c'est l'Afrique, et quelque part, c'est pour ça que c'est intéressant de faire le lac convivial, qui m'a réinterpellé. Un jour, on est venu me parler d'une communauté qui se développait juste à côté de chez moi, sur le site universitaire de Saint-Luc à Woluwe. Et là, on m'a dit, il y a des Africains qui font des messes le week-end et c'est passionnant. Donc je suis allé voir et je vous avoue, j'ai été d'abord emporté par, c'est très bête, mais je suis chanteur par ailleurs, dans une autre vie, donc par la manière de chanter et de vivre une célébration. On chante, on danse, c'est vraiment, il y a de la vie, il y a de la joie, il y a quelque chose de très fort dans l'être ensemble. Et donc moi je vous avoue que avant de rejoindre une assemblée, j'ai rejoint une chorale. Et cette façon de chanter. Il se fait que par ailleurs, il y avait là quelqu'un, je dirais un prêtre, qui était vraiment très marquant, très inspirant. Et donc tout ça a fait que ça m'a redonné le sens. Et donc j'irais vraiment l'Afrique.
Et cette communauté-là m'a redonné le sens de mots tout bêtes, hein, mais comme, vous savez, la célébration, rendre grâce. Eh bien, j'ai vraiment vécu avec des Africains et beaucoup de réfugiés, parce qu'en fait, dans cette chorale, je l'ai rejoint en 92, il y a eu énormément de réfugiés qui sont arrivés, notamment des Rwandais en 94. Et bien j'ai découvert ce sens de rendre grâce tous les jours ensemble. Et donc voilà, c'est de là que je parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai plus l'occasion de, je dirais faute de temps, de vivre avec cette communauté-là. Mais Convivial est un peu je dirais mon lieu de vie aujourd'hui. Et donc, 4 repères que j'ai envie de vous donner, qui moi m'habitent aujourd'hui. Le premier, c'est que pour moi vraiment ce que j'ai vécu là, et ce que l'Afrique m'a apporté, c'est que pour moi une assemblée, mais vous le vivez là, donc c'est ça. C'est pas un lieu, je dirais, où on va recevoir une bonne parole, mais je crois que c'est un lieu où on va partager des choses ensemble, où on est acteur, où on peut échanger vraiment sur ce qu'on vit. Je crois que c'est important. On pourrait développer. 2, et c'est surtout ça que je voulais vous parler, c'est l'écoute. Convivial vraiment est né de l'écoute entre une Belge et réfugiés, et c'est ce qu'on revit tous les jours, à tous les niveaux, dans notre vie d'équipe et dans notre rencontre avec les réfugiés. Et moi je crois vraiment que dans une assemblée, dans une vie de tous les jours, peut-être qu'être chrétien, ça peut être notamment ça, ça peut être de temps en temps se dire vraiment, tiens, comment est-ce que j'écoute moi ceux avec qui je vis, comment est-ce que je pourrais entendre, mais tiens, cette personne, je sens qu'elle a envie de me parler de quelque chose, quoi. Quelque chose qui va mal, mais aussi quelque chose qui va bien. On a tous besoin de temps en temps de reconnaissance. Et voilà, je crois que ça, c'est une première chose. C'est aussi vrai pour les réfugiés que pour chacun d'entre nous. Deuxième chose que j'ai envie de dire, et c'est évidemment là, je dirais Convivial qui parle, c'est peut-être d'aussi aller donner de l'écoute, et plus encore d'aller s'intéresser à l'autre, et notamment à ce qui nous fait peur. Et là, j'ai cité en vrac, mais pour ouvrir, les réfugiés, l'étranger, oui, ça fait peur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam qui fait peur, on parle peut-être des jeunes, mais pourquoi pas aussi les banques, la finance. Elles nous ont quand même foutu une fameuse belle crise, ça fait peur les banques. Et donc, moi j'ai envie de dire, devant ça, je trouve qu'aujourd'hui, une attitude peut-être engagée, c'est d'essayer de se dire, tiens, à qui est-ce que je pourrais aller parler de ça? Est-ce que je ne connais pas un banquier? Est-ce que je ne connaîtrais pas un étranger? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me parler de sa réalité à lui? Un entrepreneur, je veux dire, voilà, très concret, qui fait de l'économie sociale, mais c'est de l'économie aussi. Voilà, c'est le sens de vos assemblées, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Parce que, de nouveau, je l'ai déjà dit, notre expérience de tous les jours, c'est de voir des transformations, quoi. Chaque fois que quelqu'un est venue à Convivial un peu par hasard, par exemple parce qu'elle apportait des meubles, et puis qu'elle a entendu parler d'une rencontre croisée, elle est venue, et elle a rencontré quelqu'un, eh bien elle a un autre regard sur la réalité des réfugiés. Mais je crois que ça peut être pareil pour les banques ou autres. Moi je suis très heureux d'avoir des amis qui travaillent dans la finance, parce que ça me donne une vision beaucoup plus large et nuancée des choses. Voilà. Et puis enfin, j'ai envie de dire, pourquoi pas aussi être à l'écoute de temps en temps de soi-même. C'est un peu bête peut-être, hein, évident pour vous, mais je pense qu'on est dans un monde qui vit aujourd'hui à du 200 à l'heure. On travaille, peut-être que vous êtes aussi fort pris par vos petits-enfants, que vous gardez pour aider vos enfants à travailler. Enfin bon, moi je vois autour de moi que ce soit les grands-parents, les parents, les jeunes, on court. Et donc j'ai envie peut-être de dire simplement aussi, être engagé, ça peut être aussi vouloir dire simplement s'engager à chaque jour, s'arrêter 5 minutes, faire une pause, souffler et se dire tiens, qu'est-ce que je vis, où j'en suis, ou simplement respirer. Enfin, il y a 1000 façons de vivre ça. Moi aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est la méditation, mais ça a été d'autres choses avant. Je crois que c'est vraiment important et que si on se donne cette respiration-là tous les jours, cette écoute-là, si on se donne, c'est un peu bête, mais de l'amour à soi-même, on va être beaucoup plus à même de donner aux autres. Et bon, enfin moi ça me parlait à ce que j'ai entendu dans ce que tu décrivais, mais c'est vraiment cette idée-là. Tu parlais du cœur, partir du cœur et on construit, mais voilà. Et je crois que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On va commencer par des questions qui s'adressent à M. Nouzen. Première question, comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise? Pensez-vous que le fait que vous soyez une entreprise à échelle humaine permet un contact que ne permettent pas les grosses multinationales?
jusqu'où vous étendriez-vous? Devenir une multinationale ou rester à Guilangues? Mais je vais surtout répondre brièvement. Oui, je crois que ça c'est clair que la petite taille de notre entreprise contribue énormément à l'importance de l'humain chez nous. Ça c'est vrai que c'est une énorme différence. Je ne vais pas être trop long sur la réponse. Et comment on a commencé, d'une part je connaissais le marché du chocolat, donc ça c'était la première vraie grande raison. D'autre part, c'est vrai que j'étais très motivé par ce phénomène du commerce équitable qui s'est développé. Et moi, j'avais quitté le métier du chocolat, mais il y avait d'anciens clients qui me recontactaient régulièrement pour me demander qu'il y avait des projets dans le chocolat et que j'aiguillais alors vers des autres chocolatiers que je connaissais. Mais quand ils m'ont demandé, tiens, est-ce que vous avez des produits en commerce équitable, je me rendais compte qu'il n'y avait aucun autre chocolatier vers qui je pouvais les aiguiller. Donc c'est clair que je me suis aussi dit, tiens, il y a une opportunité économique, mais j'étais très très motivé par cette idée de dire que, en fait, en tant que Belge, on a une réputation dans le monde entier de faire du bon chocolat. L'industrie du chocolat, parce qu'on peut l'appeler comme ça en Belgique, produit des centaines d'emplois et donc nourrit des centaines de familles. Et en fait, je trouve que le commerce équitable était vraiment une très très belle façon de partager, entre guillemets, cette richesse qui est générée ici avec les producteurs du Sud. Donc il y avait vraiment un équilibre dans ma motivation de démarrer ça, un équilibre entre du commercial, en me disant il y a peut-être moyen de réussir une entreprise, et de l'idéal de se dire que par le commerce équitable, je pouvais contribuer à améliorer un peu la condition des pays du Sud. Deuxième question pour M. Douzen. Est-ce que les travailleurs de votre société peuvent devenir actionnaires? Ils seraient plus motivés et il y aurait probablement moins de risques de fermeture. Pour le moment, ils peuvent, la question ne se pose pas parce que, et je ne crois pas qu'ils comprendraient, pour le moment, les actionnaires n'arrêtent pas de devoir mettre de l'argent dans la société parce que, comme on grandit, on a tout le temps besoin de plus de liquidité et de garantie vis-à-vis de la banque. On est une entreprise saine, mais malgré ça, donc je crois que c'est pas facile à comprendre éventuellement de devoir mettre l'argent. En plus, ils n'auraient pas toujours les moyens. Mais très sincèrement, la question s'est encore posée hier. De dire, tiens, par exemple, notre meilleur chocolatier, on lui proposerait bien d'entrer un petit peu dans le capital. Et en réfléchissant pour lui, peut-être qu'on devrait lui demander, évidemment, mais on s'est dit que ça n'influencerait pas sa motivation, on s'est dit que c'était pas quelque chose qui allait en fait nous répondre négativement. Je pourrais imaginer de poser la question. C'est vrai que dans notre type d'entreprise, très souvent c'est des coopératives et on s'est déjà souvent posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas devenir une coopérative qui est un très très beau modèle d'entreprise qui se développe d'ailleurs très fort dans les pays anglo-saxons. Voilà. Mais en toute sincérité, la question ne se pose pas pour le moment parce qu'il faut plutôt du courage pour faire fonctionner et mettre des moyens financiers dans l'entreprise. Alors, une série de questions pour M. Gillin, convivial. Comment s'effectue le contact entre un réfugié et convivial? En d'autres termes, est-ce fait d'asile, par exemple, qui évoque l'existence de convivial, ou est-ce laissé à la discrétion des personnes? Oui, donc là, très simplement, effectivement, c'est notamment fait d'asile, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait le tour, et ça faisait partie de nos engagements par rapport au public, de tous les centres d'accueil en Belgique, que ce soit ceux de fait d'asile, ceux de la Croix-Rouge, où il y a aussi des initiatives en fait locales de CPS, ou encore quelques associations qui travaillent pour fait d'asile. Et donc, l'ensemble des lieux d'accueil nous connaissent, par ailleurs, et donc informent généralement de ce qu'on existe. Et par ailleurs, le bouche-à-oreille continue de fonctionner très fort. Donc je dirais qu'en quelque sorte, dans les réseaux même de demandeurs d'asile, ça discute beaucoup. Et je dirais que c'est encore aujourd'hui à 55% ce bouche-à-oreille-là qui fonctionne. Mais bon, ce sont des gens qui se parlent dans leur centre et donc ça revient un peu au même. Donc oui, effectivement.
Les 21 000 réfugiés par an acceptés par la Belgique représentent quel pourcentage des réfugiés entrant sur le territoire belge? Oui, donc là, peut-être réexpliquer un petit peu les chiffres. Donc en fait, il y a eu en 2011 28 000 demandes d'asile. Donc ce sont des gens qui viennent comme candidats réfugiés, qui estiment être légitimement réfugiés. Et 20% d'entre eux, et ça c'est une moyenne assez constante ces dernières années, reçoivent effectivement le statut de réfugié. Ou un autre statut dont je ne vais pas parler, la protection subsidiaire, c'est une variante. Donc ça veut dire qu'en gros, 4 à 5 000 personnes ont effectivement reçu le statut et je dirais le sésame pour vivre ici durablement. Et donc environ 15 000 sont dans une situation plus difficile, plus précaire. Alors une question qui fait presque suite à la précédente. Pouvez-vous aider aussi certains des réfugiés refusés, donc les fameux 80%, par exemple 1 mois ou 2, ou plus même, s'ils sont des illégaux? Comment? Sinon, essayent-ils dans des pays voisins? Que se passe-t-il en fait avec les 80%? Merci. Donc, je vous en ai un petit peu parlé, je pense tout à l'heure, en vous disant ce que deviennent ces demandeurs d'asile non reconnus. Nous, aujourd'hui, et ça a été un peu un passage difficile dans la vie de l'association que moi je n'ai pas connu, c'était juste avant mon arrivée, mais de par nos pouvoirs subsidiants et notamment le fait qu'on est subventionné par le Fonds européen pour les réfugiés, nous ne pouvons plus aujourd'hui accompagner en fait des personnes qui sont plus reconnues demandeurs d'asile. Mais ceci dit, comme c'est un dialectique qui est un peu compliqué, des budgets annuels, en gros on peut clôturer une relation d'aide qu'on a commencée dans l'année. Mais donc en tout cas on ne peut pas durablement aider des personnes qui n'ont plus de titre de séjour. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'alors on les relaye vers le secteur associatif, social plus général. Il y a des centres de services sociaux qui sont habitués à accompagner ces personnes-là. Et donc sinon on demandait est-ce qu'ils vont tenter leur chance ailleurs. Peut-être juste expliquer que aujourd'hui au niveau européen, il y a une politique de coordination des politiques d'asile. Et donc ça veut dire qu'en principe, quelqu'un qui rentre une demande d'asile dans un pays ne peut plus rentrer une demande d'asile ailleurs. Vous avez peut-être parlé du Convention Dublin 2, mais c'est de ça que ça parle. Et ça veut dire aussi d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes qui viennent demander l'asile en Belgique, on va se rendre compte, tiens, mais vous avez déjà introduit une demande en France ou en Allemagne, on va leur demander d'aller retourner là-bas. C'est parfois des choses assez difficiles à vivre pour elles, mais voilà, c'est la réalité européenne d'aujourd'hui. Je suis interpellé par votre suggestion. Suite à cette conférence, que peut-on faire comme chrétien, entre guillemets, âgé? Alors là, je pense qu'on va pouvoir en parler tous les deux. C'est une bonne question pour... non ouais. Et peut-être pour après une conclusion par le doyen. Mais donc, moi j'ai envie de redire qu'en tout cas, ce que je vous ai partagé, et franchement très modestement, parce que c'est un peu ce qui, moi, me parle aujourd'hui autour de l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, hein, vraiment, enfin, très honnêtement. Ça, c'est une première chose. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est être à l'écoute autour de soi, être en démarche d'ouverture. Vraiment, pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge. Je peux vous dire par ailleurs que la doyenne de nos bénévoles a 81 ans, Marie-Hélène, je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Et figurez-vous que c'était même une personne active dans l'accompagnement de terrain. Donc elle est avec les personnes, faire des kilomètres, c'est assez hallucinant. Elle commence vraiment à s'offrir du dos. Donc là maintenant, on trouve une autre place pour elle, plus dans l'écoute en bureau. Mais donc, j'ai envie de dire, c'est selon vraiment votre énergie, vos moyens, votre physique. Mais moi, je ne réponds pas de réponse toute faite, mais en tout cas, pour moi, vraiment, il n'y a pas d'âge. Et en tout cas, certainement pas pour l'écoute et l'accueil. Voilà. Mais je propose que... Oui, moi, évidemment, c'est très différent comme réalité, puisque c'est une entreprise, mais je dirais en toute sincérité, vous pouvez vraiment consommer des produits du commerce équitable et pas spécialement nos chocolats, c'est pas du tout ça, mais prenez des bananes équitables, du miel équitable, parce que c'est vraiment une très belle manière d'aider les pays de là-bas. Et ce que j'aime beaucoup dans l'équitable, au risque de... ça pourrait avoir l'air de la pub, mais c'est que, comme le dit le slogan de Oxfam, c'est « Made in Dignity », c'est-à-dire qu'au-delà du fait que
la charité qu'on aime bien comme chrétien et qu'il faut absolument continuer à faire. Quand on offre quelque chose au pays du Sud, allons-y. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup dans le commerce équitable, c'est qu'en fait, c'est une manière de les aider, mais où ils ne doivent pas nous remercier. Il n'y a pas de relation où nous sommes, si vous voulez, d'une part un peu les supérieurs qui donnent un cadeau. Non, 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 non. On paye simplement le juste prix pour les produits et c'est encore nous qui devons dire merci pour la toute bonne fève de cacao, le tout bon café qu'on leur achète. Et donc, c'est beaucoup plus digne pour eux de pouvoir vendre simplement le produit de leurs mains. Donc, acheter des produits commerce équitable. Je laisse la parole à Monsieur le doyen qui va clôturer ce cycle de conférences. Je clôturer est un grand mot. La clôture, ça va être convivial, si j'ose dire, dans un instant, avec des produits dont j'espère qu'ils sont du commerce équitable, qui vous seront, je pense bien que oui, hein, oui, qui vous seront donnés pour vous remercier d'avoir participé à ces 3 rencontres qui ont formé, comme vous l'avez vu, un petit cycle de conférences. Le carême est un temps privilégié durant lequel les chrétiens essaient de s'informer, de se former et de faire assembler, comme on l'a dit, c'est-à-dire de débattre, d'échanger des points de vue sur des questions de société qui sont de première importance. Les questions que nous avons abordées cette fois-ci, qui touchaient à la crise économique, à la façon dont on la gère, dont on y réfléchit en Église, je l'ai dit dans la première conférence, ce ne sont pas des questions périphériques par rapport à la foi. Il ne faut pas envisager qu'il y aurait la foi chrétienne et puis des retombées. Quand on touche aux questions qui nous ont préoccupés ces 3 soirées-ci, on touche au cœur de la foi chrétienne. Les chrétiens n'ont d'autre message à dire que comment on se relève quand on est mort. C'est ce que nous allons célébrer d'ici 1 semaine et demie ou à peu près. Et ça touche vraiment l'être humain. Que ce soit un immigré, que ce soit un chômeur, que ce soit n'importe qui, comment est-ce qu'on est remis debout quand on est mort. Et je remercie évidemment les intervenants de ce soir qui ont donné des témoignages tout à fait remarquables, bien préparés, très pertinents, qui nous démontrent que tout près de chez nous, on n'a pas le droit de désespérer de l'humain puisque des gens sont là pour se retrousser les manches et pour faire en sorte que l'humain soit relevé dans sa dignité. On y a insisté, qu'il soit accueilli, qu'il soit écouté, qu'on le mette ou qu'on le remette au travail, qu'on écoute ce qu'il a à dire, qu'on s'occupe de lui, etc. Et ce sont des gens d'ici, de tout près de chez nous, enfin de Bruxelles, de Guilanguien. Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que ça se ferait ailleurs, mais que chez nous, on ne serait pas capable. On est tous capables d'être chrétiens dans ce que notre foi nous porte à faire en son cœur. Je remercie, mais il n'est pas là pour entendre les remerciements, mais enfin, je lui ai dit la fois dernière, M. Viseur, qui nous a parlé du même problème, mais du point de vue qui est le sien, d'un homme politique qui a déjà une carrière derrière lui et qui a envisagé avec une belle analyse la semaine dernière les questions que cela soulève. Et les difficultés qu'il a repérées, me semble-t-il, étaient vraiment importantes et comme autant de défis à relever, notamment le défi du nationalisme croissant dans nos sociétés et chez nous en particulier. On ne va pas donner des noms de partis, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vous souhaite de poursuivre la route vers Pâques, qui est un chemin de maturation intérieure, 5 minutes par jour, pas mal, et qui est un cheminement qui nous conduit vers l'éblouissement de l'espérance, la surprise, la joyeuse surprise qu'est toujours la célébration de Pâques. La mort n'a pas le dernier mot, c'est ce que nous allons célébrer ensemble, et je vous remercie d'être ensemble. Cette Église a comme vocation, au milieu du village, évidemment, elle a comme vocation de rassembler les gens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils apprennent à être chrétiens ensemble et plus largement à être humains ensemble. Merci d'être venus.
n'oubliez pas, parce que ça c'est mon travail de curé de le dire aussi, que évidemment ces conférences sont gratuites, mais qu'il y a des espèces d'urnes où votre bol sera la bienvenue, et qu'avant ça, il y a donc un moment de convivialité qui est tout à fait souhaitable pour tout le monde, pour qu'on continue à se rencontrer, à échanger, et qu'il y a des chocolats apportés par notre premier conférencier. Bonne course.